Leçon 6 de philosophie naturelle, et les rappels logiques dans cette leçon 6 vont continuer avec d'abord un paragraphe assez court sur la démonstration et ensuite un paragraphe un peu plus long sur la science et les sciences. Nous commençons par la démonstration. Si l'on se souvient des vidéos précédentes, il a été dit que le raisonnement en général est ou bien déductif ou bien inductif. Ce raisonnement, qu'il soit déductif ou inductif, peut être ou bien certain ou bien probable. Il est certain lorsque les prémices, c'est-à-dire l'antécédent, le point de départ du raisonnement, est vrai et certain, et lorsque la conséquence, c'est-à-dire la rigueur logique, si l'on veut, est là, existe, il y a une vraie conséquence. Alors, le raisonnement tout entier est certain. Un raisonnement certain, qu'il soit déductif ou inductif, est appelé dans le langage courant démonstration. C'est vrai. Démontrer, c'est prouver, et l'on peut prouver ou bien par induction ou bien par déduction. Par déduction, il n'y a rien de plus clair. Lorsqu'on veut montrer par exemple un théorème de géométrie par la déduction, on le fait de façon certaine. Il n'y a pas de doute sur les grands théorèmes de la géométrie. Et on peut également arriver à un raisonnement certain dans l'induction. Lorsqu'une induction, quand bien même elle ne serait pas absolument complète, l'est suffisamment et suffisamment élaborée pour emporter nécessairement le raisonnement, alors on dit qu'on a une preuve, même si c'est à partir de propositions toutes individuelles. Bref, la démonstration donc, dans son sens général, est tout raisonnement certain, et nous aimons bien la démonstration parce qu'elle nous donne cette sorte de paix de l'intelligence dans la possession de la vérité. Et cette paix dans l'intelligence, nous aimons à la communiquer ou à la recevoir de nos semblables lorsque nous conversons et que nous pouvons, dans un sens, argumenter pour dire ce que nous avons à dire et l'expliquer, le justifier, ou dans l'autre sens, lorsqu'on nous l'explique et que nous sommes emportés par la force probatoire de ce qui nous est avancé, alors nous arrivons à une sorte de paix de l'intelligence, de certitude. Cette certitude naît de la preuve. Soit dit entre parenthèses, ce n'est pas que l'on puisse arriver à cette sorte de satisfaction, de repos de l'intellect dans la vérité acquise seulement par le raisonnement. On peut arriver à un repos de l'intelligence dans la vérité par autre chose que le raisonnement, à savoir par la voie d'autorité. Nous savons bien que lorsque nous étions enfants, nos parents nous ont dit beaucoup de choses que nous n'avons pas pu vérifier par nous-mêmes, ni par induction ni par déduction, quoique nous ayons pu faire des raisonnements ébauchés au moins de cette sorte. Donc nous avons reçu ces choses de nos parents avec une certitude totale, parce que nous avions confiance dans le témoignage de nos parents. Il en est de même dans le domaine de la foi religieuse, de la croyance, et le christianisme revendique une certitude de l'intelligence dans les affirmations qui sont celles du dogme, parce qu'on s'appuie non pas sur le raisonnement, un raisonnement certain, mais simplement sur l'autorité du témoignage divin que transmet le magistère infaillible de l'Église. Nous fermons cette parenthèse et nous en restons au raisonnement. Donc, nous utilisons volontiers le raisonnement certain, la démonstration, dans nos paroles lorsque nous le pouvons afin de convaincre. C'en est assez pour la démonstration? Presque. Parce que Aristote, fidèle à cette sorte de petit élitisme, disons-le, même si ce mot n'a pas été pesé totalement, fidèle à son élitisme en matière de logique, considère que seule la déduction, qui est pour lui supérieure à l'induction, on l'a vu précédemment, donc que seule la déduction peut vraiment être appelée démonstration. La déduction, donc un synonyme est le syllogisme, la déduction, donc le syllogisme, lorsqu'ils sont certains, c'est eux, c'est elles, qui méritent vraiment l'appellation de démonstration. Pourquoi? Toujours pareil, pour les mêmes raisons, à savoir que si une induction certaine
peut convaincre notre intelligence, notre esprit, elle convainc que la chose est, mais elle ne convainc pas pourquoi est la chose, elle ne donne pas pourquoi est la chose. Tandis que le syllogisme, lorsqu'il est certain, dit pourquoi est la chose, et le dit avec une certitude qui est l'apanage des domaines nécessaires. Nous savons que la chose est telle, nous savons pourquoi le grand terme convient au petit terme, ce pourquoi c'est le moyen terme, nous savons cela avec certitude, et nous savons qu'il ne peut pas en être autrement dans les meilleures parts de la démonstration. En un mot, démonstration au sens large, c'est raisonnement certain. Démonstration au sens aristotélicien du terme, c'est déduction certaine ou bien syllogisme certain. En voilà assez. Maintenant, nous passons au deuxième paragraphe qui a été annoncé au début de cette vidéo, à savoir celui sur la science. La science, c'est un mot qui désigne tellement de réalités, sur lequel il y aurait tellement de choses à dire aujourd'hui, dans ce début du XXIe siècle où nous avons derrière nous 5 siècles de découvertes théoriques et pratiques dans le domaine des sciences et des techniques qui ont tellement transformé le monde, qui ont tellement imprimé la marque humaine dans le domaine de la nature, qui ont augmenté les domaines du savoir en profondeur, en extension, et qui ont abouti à des transformations techniques, à des machines, à une technicisation de la production humaine, de la vie même, simplement des hommes. La science, donc, après une telle période de progrès scientifique et technique énorme, devient un peu l'alpha et l'oméga de l'autorité morale dans nos sociétés contemporaines devenues athées, il faut bien le dire. Cette science, qu'est-ce qu'elle est? Pour commencer, nous n'allons pas prendre la sens telle que nous venons de la décrire, dans un sens moins large, mais embrasser ce mot dans son sens le plus large. Et au sens le plus large du mot science, ce terme recouvre, désigne rien d'autre que le savoir en général, et parfois même c'est pris pour savoir-faire. La science, c'est le savoir. Ce n'est pas étonnant, car science vient de scientia, qui en latin est le substantif correspondant au verbe scire, qui est prononcé par d'autres scire. Scire a donné scientia, si l'on veut, ou scire a donné scientia. Scire, ça veut dire savoir. Donc la science est le savoir, c'est tout savoir. On dira qu'un homme est un puits de science, ça ne nécessite pas vraiment de sa part des connaissances dans un domaine scientifique au sens moins large du terme, comme les sciences physiques ou les sciences mathématiques ou les sciences de la vie et de la terre, mais cela signifie simplement qu'il sait beaucoup de choses. Ce sens très large du mot science, nous le laissons de côté parce qu'il va assez peu nous intéresser pour la suite. Ce qui va nous intéresser, c'est un sens moins large, le sens courant, qui est celui que j'ai un petit peu développé il y a quelques instants. Ce sens courant du mot science, c'est certes un savoir, une connaissance, mais pas n'importe laquelle. Une connaissance qui porte sur un objet délimité, un domaine de la réalité, de l'univers, si l'on veut, et qui vise l'organisation, la systématisation, la certitude, et qui se transmet, qui fait d'ailleurs l'objet de facultés, d'écoles, et qui fait aussi l'objet de spécialisation. La science, ainsi comprise, recouvre les sciences mathématiques, les sciences physiques, les sciences biologiques, les sciences humaines, les sciences positives, les sciences expérimentales. Elles sont presque innombrables. Tel est le mot donné au mot science. Or, si l'on considère la science ainsi prise, où est son cœur? Quelle est la meilleure partie d'elle-même? Qu'est-ce qui fait sa gloire? Eh bien, il y a fort à parier que c'est sa capacité de démonstration. À preuve, dans les conversations, en ville ou à la campagne, lorsque quelqu'un veut trancher un débat et arrêter les objections qui sont faites à une thèse qu'il a développée de façon plus ou moins simple et informelle, il dit, écoutez, c'est scientifique, c'est prouvé scientifiquement. Voilà. Donc, la science, c'est celle qui prouve. Le langage le dit bien, et il est l'expression d'une conviction légitime. La science a pour cœur le raisonnement certain.
preuve, la démonstration. Et je prends ici le mot de démonstration dans son sens large, raisonnement, qu'il soit déductif ou inductif. Ainsi, si la démonstration est le cœur de la science, c'est que la démonstration est comme l'origine de la science. Autrement dit, elle est ce sur quoi la science est bâtie. La démonstration, prise au sens large, raisonnement certain, qu'il soit déductif, syllogistique donc ou inductif, est la mère de la science prise au sens large, de savoir organisé visant la certitude en matière nécessaire. Or, pour Aristote, la démonstration ne doit pas être prise préférentiellement dans ce sens large, mais doit signifier le syllogisme certain, celui qui procède par majeur et mineur, petit terme, moyen terme et grand terme. Alors, il n'est pas étonnant que, aux yeux d'Aristote, la science doivent être prises, davantage dans un sens strict, celui d'un savoir engendré, pour ainsi dire, par la démonstration au sens strict. Alors que la science, au sens large, est fondée sur le raisonnement certain, la démonstration au sens large, la science au sens strict d'Aristote est fondée sur la démonstration au sens strict d'Aristote, c'est-à-dire sur le syllogisme. Le syllogisme, voilà le cœur de la science. Conception étroite, il est vrai, d'Aristote, mais qui dit son appréciation pour cette forme de raisonnement parce qu'elle mène à l'explication, à la cause. Ces choses-là ne sont pas anecdotiques. On verra que c'est de les avoir abandonnées, de les avoir mises de côté, qui a fait qu'aujourd'hui, la philosophie est mise au rencard et que les sciences se trouvent comme orphelines. Mais nous parlerons de ça plus tard. Restons sur donc cette science prise ou bien au sens large ou bien au sens strict. La science au sens strict, d'abord, s'occupe essentiellement du nécessaire, puisqu'elle fait comprendre la vraie cause des choses, ou à le moins, elle cherche à y arriver, elle n'y arrive pas toujours. Elle veut comprendre la vraie cause des choses, les explications des choses, que les choses sont telles et ne peuvent pas être autrement. Face à un triangle rectangle, le théorème de Pythagore, le plus célèbre des philosophes de l'Antiquité avant Socrate et Platon, et peut-être le plus mystérieux aussi, sans doute le plus vertueux, Pythagore est l'auteur d'un théorème que les étudiants en mathématiques savent bien. La somme des carrés des deux côtés petits d'un triangle rectangle égale le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire du troisième côté. Pourquoi la somme de ces deux quantités égale cette troisième quantité? Il y a une preuve, et Pythagore la porte. Et cette preuve emporte le raisonnement, elle est certaine, et elle montre non seulement que les choses sont telles, non seulement pourquoi il y a cette égalité, mais elle montre qu'il ne peut pas en être autrement. Cette nécessité est l'un des signes que nous avons affaire à une science dans le plus noble du terme, c'est-à-dire déductive. Il est clair que les mathématiques sont déductives. Alors, les autres, les sciences positives, les sciences expérimentales, les sciences physiques, la biologie, les sciences humaines, l'histoire, l'ethnologie, la psychologie, la sociologie. Ces sciences, moins nettement sciences ou moins déductives, sont-elles vouées à être au rebut des sciences? Devront-elles se contenter d'être au second ordre? Oui, dira Aristote sans aucun doute, ou alors c'est vraiment sa pensée s'il ne l'a pas dit. Et on pourra tout de même nuancer cette affirmation en considérant que dans toutes ces sciences, au moins presque dans toutes ces sciences, les sciences humaines sont encore un peu à part parce qu'elles impliquent une liberté humaine qui vient heurter de front le déterminisme et le nécessaire du syllogisme et donc de la science au sens strict. Donc, les autres sciences comportent tout de même ici et là quelques aspects déductifs qui leur
permet de prétendre à être tout de même pas une science si négligeable que ça, mais une bonne science, quoi. Voilà. Le meilleur des sciences qui ne sont pas des sciences au sens strict, aristotélicien du terme, se trouve dans leur partie déductive certaine. Ça, on peut dire que c'est des conclusions légitimes de cette appréhension de la science si particulière à Aristote et qui peut dérouter sans doute les esprits contemporains. Alors, oui, la science au sens strict est réservée finalement aux mathématiques et à la métaphysique, la partie la plus abstraite, la plus générale de la philosophie, et les autres savoirs sont certes sciences au sens large du terme, savoir impliquant la certitude, le système, l'organisation, l'organisme pourrait-on dire, mais elles ne sont pas vraiment des sciences au sens strict, ou en tout cas pas entièrement. Telle est la classification des sciences d'Aristote, et comme elle s'occupe du nécessaire, elle ne s'occupe pas du contingent. Nous avons vu dans une leçon précédente la différence entre le nécessaire et le contingent. N'y revenons pas, puisque nous sommes dans des rappels. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la contingence ne fait pas explicitement partie de l'objet de la science, et l'individu non plus. La science s'occupe de l'universel, du nécessaire. Elle ne s'intéresse pas à toutes les choses individuelles qui fourmillent par milliards dans l'univers qui est le nôtre, mais au plus bas, aux lois qui les régissent, au plus haut, aux causes qui expliquent leur comportement. On ne sera pas étonné ainsi que dans n'importe quel traité d'astronomie, pour prendre simplement cet exemple, la part donnée aux informations d'ordre individuel, comme la nomenclature des astres de notre galaxie ou d'autres galaxies proches de la nôtre, le nom et toutes les caractéristiques des planètes de notre système solaire, le nombre d'amas et de superamas de galaxies, la proportion de trous noirs dans l'univers, ou les propriétés des comètes, que sais-je. Toutes ces choses-là, lorsqu'elles ne sont qu'individuelles, lorsqu'elles ne caractérisent que des choses particulières, intéresseront peu l'astronomie. Et on n'est pas étonné de voir que pratiquement tous les traités d'astronomie donnent moins de temps à ces connaissances contingentes qu'à la recherche, l'exposé, l'explication des principes, des choses universelles, comme par exemple les lois de la gravitation telles qu'elles se présentent à l'échelle de l'univers, et non pas seulement à l'échelle de notre planète, ou bien la loi du réchauffement et du refroidissement des astres. Oui. Même dans ces domaines, la science donne raison à Aristote. Elle s'intéresse à l'universel. C'est ça qui étend l'esprit humain et qui, à vrai dire, de par sa constitution, est vraiment digne de lui. Non pas qu'il ne faille pas porter attention aux choses individuelles. Bien loin de là, d'ailleurs, aucune induction ne peut se fonder autrement que sur elle, mais ce n'est pas l'intérêt principal, l'objet des sciences. C'est plutôt l'objet de la vie quotidienne, car primum vivere deinde philosophare, c'est-à-dire il faut d'abord vivre et ensuite philosopher. Les sciences ainsi montrées par Aristote, il est temps de s'arrêter afin de ne pas allonger le discours. Ce sera notre avant-dernière vidéo sur les rappels de la logique. La prochaine fois, nous passerons donc au dernier rappel dans la leçon 6, 7, pardon, et il sera temps de passer dans la leçon 8 à la philosophie de la nature proprement dite, où ce seront moins des rappels, mais des preuves, des établissements. Nous irons plus lentement, plus progressivement, et donc il faut arriver jusque-là. Merci de votre écoute, peut-être à bientôt, et que le bon Dieu nous bénisse.